Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de l'analyse complète de LVMH. Dans la première partie, on avait vu que LVMH avait un bon business model. LVMH, par contre, avait une rentabilité et une croissance qui était un peu moyenne, avec notamment une baisse du chiffre d'affaires en 2024 qui était assez inquiétante. Et on avait aussi vu que la valorisation à 480-500 euros, eh bien, on n'était pas sur une sous-valorisation, mais plutôt sur une valorisation assez juste. Et LVMH ne constitue pas aujourd'hui une véritable opportunité d'investissement puisque le titre n'est pas suffisamment sous-valorisé selon moi. Néanmoins, on n'avait pas fait l'analyse fondamentale de LVMH et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en s'intéressant notamment à un gros problème qui selon moi n'est pas suffisamment pris en compte par les investisseurs et qui se voit quand on compare LVMH à ses concurrents, et notamment j'ai comparé LVMH à Hermès et à Moncler et vous allez voir que c'est pas du tout joyeux et qu'il y a un gros problème selon moi avec LVMH aujourd'hui. Alors déjà, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé dans la première vidéo, c'est que on a vu qu'il y avait 5 sections, donc vin et spiritueux, mode et maroquinerie, montres et bijoux, parfums, cosmétiques et distribution sélective, qui composent donc tout l'écosystème LVMH, mais en fait tous ces segments n'ont pas du tout la même rentabilité. Et je vous ai donc représenté ici sur ce graphique la rentabilité de chaque segment de LVMH, et on voit que les 3 segments les plus rentables, ce sont les segments mode et maroquinerie, qui est aussi le plus important dans le chiffre d'affaires. Donc ça c'est plutôt intéressant que le segment le plus important soit le plus rentable. Ensuite on va avoir vin et spiritueux qui compose à peu près 7% du chiffre d'affaires. Et ensuite le segment montres et bijoux qui est aussi autour de 10-12% du chiffre d'affaires. Donc on voit qu'ils ont une très bonne rentabilité ces 3 secteurs puisqu'on est à 20%, 30% et à peu près 40%, mais que la rentabilité elle a baissé par rapport à 2021, 2022, 2023. Vous avez ici donc chaque année et 2024 en bleu, et là la baisse elle est assez nette sur le segment vin et spiritueux, le segment montres et bijoux et aussi sur le segment mode et maroquinerie. Ce que ça fait, c'est que comme c'est des segments qui sont très rentables, eh bien ça va peser encore plus sur la marge opérationnelle globale de LVMH qui donc a baissé sur ces 4 dernières années. Et pour bien se rendre compte, si on enlevait les 3 premiers secteurs les plus rentables et qu'on conservait donc juste le parfum, les parfums et la distribution sélective, on serait sur une boîte qui serait vraiment pas très rentable, à peu près 8% de marge opérationnelle. Donc là, ce serait vraiment plus une boîte vraiment intéressante. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'intéresser, pour moi, à ces 3 segments-là. Et c'est ça, vous allez voir, où il y a un vrai problème avec LVMH aujourd'hui. Pour vous montrer le problème structurel de LVMH, j'ai donc pris l'exemple de 2 autres entreprises, avec donc Hermès et Moncler, qui sont sur des positionnements légèrement différents, puisque Hermès est plutôt sur de l'ultra luxe, donc encore plus luxueux qu'LVMH, avec une ambition de créer de la rareté, de créer de l'exclusivité pour avoir des prix encore plus élevés, et Moncler à l'inverse, qui est plutôt sur du petit luxe, avec des vêtements et des doudounes notamment qui sont un peu plus abordables, mais on reste quand même sur des prix très élevés, et Moncler est une boîte qui est extrêmement rentable, qui est quasiment plus rentable que Hermès, il faut le savoir. Donc la boîte est très bien gérée et c'est pour ça que j'aime bien la comparer à LVMH. Alors on va regarder plusieurs choses. Déjà on va regarder l'évolution du CA sur 2024. Ce qu'on voit c'est un peu qu'il y a un petit peu 3 élèves. Finalement il y a LVMH, le mauvais élève, qui a une baisse du chiffre d'affaires, baisse de l'operating profit. On a Hermès, le très bon élève, qui elle a eu une augmentation de son chiffre d'affaires de 13%, aucun problème, une bonne hausse de l'operating profit de 10% et un free cash flow très stable de 16%. Et on a l'élève un petit peu moyen entre les deux avec Moncler qui n'a pas eu de baisse de son chiffre d'affaires mais qui a quand même eu une baisse de croissance avec une croissance globale d'à peu près 3-4%. Et donc voilà, on a vraiment ces 3 cas typiques et on va essayer de regarder qu'est-ce qui a joué dans en fait la performance de ces 3 cas. Donc la deuxième chose qu'on va regarder, c'est la répartition du chiffre d'affaires en termes de zone géographique. Et ce qu'on voit, c'est que pour LVMH, la répartition géographique, elle est très disparate, certes, mais on a 28% en Asie hors Japon, qui correspond en fait à la Chine, tandis que pour Hermès, on est à un niveau supérieur, à 44% Asie hors Japon, et pour Moncler, on est à 51% pour l'Asie, et si on enlevait le Japon, qui représente sûrement à peu près un quart, un cinquième, on aurait à peu près 40%, ce qui serait à peu près comme Hermès. Donc l'argument de dire que LVMH a une perte de chiffre d'affaires, une perte de rentabilité juste parce que les Chinois consomment moins, ça tient pas vraiment la route, parce que quand on regarde Hermès et Moncler, ils n'ont pas eu ce problème. Ils n'ont vraiment pas eu ce problème alors que LVMH l'a eu. Donc c'est qu'il y a un problème plus important que la simple consommation chinoise, c'est qu'il y a un problème avec les produits
LVMH en Chine. Parce que les produits LVMH les plus populaires en Chine, ça va donc être en mode et maroquinerie les Louis Vuitton et les Christian Dior. En montres et bijoux, on va avoir les Bulgari, les Tiger et les Hublot. Et en vin et spiritueux, on va avoir les Moët et Chandon et les NSI. Et là, le problème vraiment, c'est que LVMH a un problème sur la vente de ses produits. Ils n'arrivent plus à vendre ses produits aux Chinois, et sûrement pas qu'aux Chinois, d'ailleurs il y a aussi Hong Kong et Singapour, mais globalement la Chine consomme moins de produits LVMH, et c'est pas juste lié à la consommation chinoise, parce que sinon on verrait aussi ce problème sur les produits Hermès et les produits Moncler. Et on pourrait pas dire non plus que c'est parce que c'est pas suffisamment luxueux ou que c'est trop luxueux, puisque ce qu'on voit, c'est que Moncler a pas été très impacté, alors que c'est un peu moins luxueux, et Hermès a pas du tout été impacté alors que c'est un peu plus luxueux. Et pour vous pousser l'analyse vraiment plus loin, en fait, Moncler n'a pas du tout eu de baisse de chiffre d'affaires en Chine. Si on prend la croissance globale de Moncler du chiffre d'affaires sur 2024, ce qu'on voit, c'est qu'en Asie, ça a augmenté de 11%, et que la baisse du chiffre d'affaires, elle a plus eu lieu sur le segment US et Europe. Mais dans l'ensemble, Moncler n'a pas de problème de croissance en Chine, et Moncler se porte très bien en Chine, contrairement à LVMH du coup, qui elle a un vrai problème, et je l'ai mis ici. Donc ça, vous avez le CA de LVMH sur 2024, et ce qu'on voit, c'est que là où ça a baissé le plus, c'est certes en Asie, avec moins 11%, donc là on a une baisse nette, mais on a aussi une baisse aux États-Unis, enfin pas une baisse, mais un gros ralentissement de la croissance à plus 2% aux États-Unis et plus 3% en Europe. C'est pas des niveaux de croissance qu'on devrait attendre d'un LVMH. LVMH devrait tâter les 5-6% de croissance assez facilement, et voire plus. Et du coup, quand on compare à Hermès, on voit que Hermès en France et en Europe a une croissance d'à peu près 13-19%. Et que Hermès a eu un peu plus de mal en Asie, certes, mais a quand même affiché une croissance. Donc Hermès affiche une meilleure croissance en Europe que LVMH, et Moncler affiche une meilleure croissance en Chine que LVMH. En gros, LVMH perd des parts de marché partout, sur tous ces segments, et notamment sur les marques sur lesquelles elle va faire le plus de rentabilité, c'est-à-dire les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tiger, Moët et Chandon et NSI. Et sur ces marques-là, c'est vraiment pas très bon signe que LVMH ait une baisse de son chiffre d'affaires, et par conséquent une baisse de rentabilité, parce que souvent c'est très lié, finalement, comme il drague des gros volumes, et bien dès que vous avez une baisse de chiffre d'affaires, vous avez une baisse de rentabilité qui est encore plus importante. Mais pourquoi c'est dramatique? Parce que le luxe est souvent associé à quelque chose qui résiste à l'effet de mode finalement, et que les gens continuent à acheter du luxe parce que il y a une image de marque qui est beaucoup plus forte que sur du haut de gamme. Or là, avec LVMH, on voit qu'il y a un vrai problème, non seulement en Chine, mais aussi en Europe et aux USA. Et pour moi, ça remet vraiment en cause la thèse de dire que LVMH est une entreprise super qualitative, qu'il ne peut rien lui arriver, que ses marques sont mondialement reconnues. Oui, elle a des marques clairement très luxueuses, mais il ne faut pas croire que c'est des marques intouchables. Et la gestion de la marque est très importante pour garder une bonne évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité sur le long terme. Ce qu'a montré Hermès. Hermès arrive à bien gérer la marque et arrive finalement à créer de l'exclusivité, créer de la rareté, pour finalement stimuler la demande. Moncler, à l'inverse, a un luxe un petit peu moins prononcé, mais va bien gérer les volumes de vente et finalement la rentabilité de la production, et donc va pouvoir tirer des bonnes marges à ce niveau-là. LVMH est un petit peu plus en difficulté sur ce segment-là, puisque LVMH a du mal à vendre autant qu'avant, et LVMH n'arrive pas non plus à mieux gérer la production, ce qui fait que ces marges vont se retrouver vraiment comprimées avec, je vais vous montrer ça tout de suite, mais des marges pour le segment mode et maroquinerie qui sont passées à son maximum en 2021 de 42 à 37 aujourd'hui, donc une baisse significative quand même, et pour vin et spiritueux on est passé de 32 à 23, et pour montres et bijoux de 20 à 15. Donc là on a une grosse baisse, et ça se traduit mécaniquement sur l'operating profit, puisque là vous avez l'évolution de l'operating profit 2022, 2023, 2024, et ce qu'on voit c'est que la grosse baisse de 2024, elle est principalement draguée par le segment mode et maroquinerie, le segment vin et spiritueux et le segment montres et bijoux, qui sont les trois segments, je rappelle, les plus rentables et les plus lucratifs pour LVMH. Donc c'est dangereux, c'est vraiment inquiétant quand il y a une baisse de chiffre d'affaires à ce niveau-là. Et finalement, le fait que LVMH ait aussi du mal aux États-Unis et en Europe, ça c'est pas à nier du tout, parce que
aux US et en Europe, on ne parle pas de baisse de consommation. On ne dit pas, oui, mais les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Français, etc. et les Américains, ils consomment moins de luxe. On ne dit pas ça, parce que c'est pas la réalité, puisqu'on le voit avec Hermès, elle arrive à tâter du plus 19%, du plus 13%, et aux États-Unis du plus 15%. Donc il n'y a clairement pas un problème de consommation des produits de luxe en Europe et aux États-Unis. Il y a un problème avec les produits LVMH qui perdent en image de marque et qui font que finalement, les consommateurs vont se détourner de ces produits et vont plutôt aller forcément vers du Hermès. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le LVMH c'est une entreprise pourrie et qu'on pourrait la comparer à Carrefour, mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire que LVMH c'est un groupe intouchable. LVMH c'est un groupe qui doit soulever des challenges, comme tous les autres groupes cotés en bourse, et qui doit bien gérer à la fois ses marques, sa production, sa vente, pour assurer vraiment le meilleur rendement au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi au niveau de l'operating profit et du free cash flow. Et ces points-là, même si à côté de ça, il y a un très bon management, il y a une allocation de capital qui est plutôt bien gérée, il y a finalement un moat qui évidemment est quand même assez solide, même si, on vient de le voir, ils ont quelques difficultés dans certains coins, mais le moat en général, il est quand même solide, et les marques Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon, c'est quand même des marques qui sont très reconnues, et sur le long terme, il y a assez peu de doutes qui vont pouvoir se reprendre. Mais dans les faits, actuellement, LVMH a un vrai problème, et ce vrai problème, pour moi, il n'est pas pricé par le marché, et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que le marché price finalement LVMH à peu près 20 fois le free cash flow, ou 10 fois l'EBITDA, mais la réalité, c'est que LVMH a un problème plus important que ça, et que LVMH mériterait sûrement qu'on descende peut-être à 15, 14 fois le free cash flow. Pour moi, à ce niveau de gravité de la situation pour LVMH, où on a une baisse de chiffre d'affaires pour un secteur du luxe, c'est quand même pas anodin du tout, et notamment quand on compare à des concurrents qui, eux, s'en sortent très bien. Pour moi, il y a un vrai problème, et c'est pour ça que LVMH à 500 € et même LVMH à 400 €, honnêtement, j'aurais du mal. Moi, je voudrais qu'LVMH descende minimum peut-être à 380, 360, 350 € pour avoir vraiment un LVMH à un prix qui devient intéressant et qui peut représenter une bonne opportunité sur le long terme. Et dernier truc dont je voulais vous parler, c'est méfiez-vous un petit peu des mesures en profit, donc en fait en operating profit, en EBIT ou en EBITDA. C'est des mesures qui peuvent être un peu trompeuses, notamment pour les genres d'entreprises comme LVMH qui vont avoir des taux de conversion. Donc taux de conversion, en fait, ce qu'on considère comme le passage de l'EBITDA au free cash flow. C'est une sorte de marge dans une marge et qui permet de voir si une entreprise vraiment traduit vraiment le résultat opérationnel en résultat cash flow. Dans le cas de LVMH, c'est quelque chose d'assez compliqué puisque donc je vous ai mis ici le graphique du taux de conversion avec, on le voit finalement sur 33 milliards d'EBITDA, finalement il y a 2,5% qui vont partir en taux d'intérêt, 15% qui vont partir en impôts, 25% qui vont partir en change in working capital. Ça c'est un montant assez énorme et qui va plomber le cash flow de LVMH, surtout que c'est un change in working capital qui est totalement récurrent. Tous les ans on va le retrouver à peu près au même niveau et donc ça plombe forcément le cash flow de LVMH. Et puis on a aussi des capex importants étant donné que LVMH gère tous ses propres points de vente. Et bien elle va devoir investir souvent pour, elle s'occupe pas que du design, donc il faut qu'elle réinvestisse et qu'elle entretienne ses points de vente, et ça coûte beaucoup en capex, qui fait un taux de conversion d'à peu près 40. C'est pas en soi une data essentielle, mais ça permet de comprendre clairement la différence entre l'EBITDA et le free cash flow. Et aujourd'hui, dans le cas des LVMH, on a un free cash flow qui est beaucoup plus bas que l'EBITDA, et ça risque de durer, on va pas avoir un free cash flow qui va exploser, une marge free cash flow qui va exploser si facilement. Puisque finalement dans la plupart de ces dépenses les charges d'intérêt et les impôts sont pas enlevables. Le change working capital, c'est compliqué de le diminuer tant que le business model ne change pas, et il n'a pas vocation à changer dans les prochaines années. Et les capex, c'est pareil, tant qu'il y aura autant de points de vente gérés, qui participent aussi au moat de la marque évidemment, mais disons que ce sont des points de vente qui coûtent et qui vont mécaniquement impliquer beaucoup de capex et qui vont donc gréver un petit peu la rentabilité en termes de free cash flow. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un petit like, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.